Le médaillon par Anna-Catherine Green. Partie 2 du livre audio. Chapitre 4. Signé Véronique. Il est de menues faiblesses auxquelles je cède avec trop de facilité peut-être. Parmi celles-ci, il faut compter une crainte morbide du ridicule. C'est probablement pourquoi je ne me décidai pas à exposer ma théorie au capitaine quand il parut, et que j'évitais même de mentionner les divers petits détails qui avaient attiré mon attention. Du moment que lui et les hommes expérimentés qui l'accompagnaient voulaient voir un suicide, et rien qu'un suicide, dans le lamentable trépas d'une jeune mariée de 15 jours, je ne sus me résoudre à suggérer l'idée d'un crime plus noir. D'autant plus que l'un des agents qui accompagnait le chef m'avait dévisagé avec un mépris évident quand je proposais de les mener au premier étage, dans la pièce où l'on avait vu de la lumière. Je résolus donc de garder pour moi mes découvertes, ou tout au moins d'attendre que le capitaine fût seul pour lui en faire part, me bornant à demander la permission de rester dans la maison jusqu'à la venue de M. Geffray. Je savais qu'on avait envoyé un agent quérir ce monsieur, et lorsque j'entendis une voiture s'arrêter devant la grille, je me précipitai vers la porte, désireux de l'apercevoir. Mais ce fut une femme qui descendit. Comme cette femme était dans un état de grande agitation, l'un des agents s'empressa au-devant d'elle et lui offrit son bras. Je demandai qui elle était à Hibbard, qui avait soudain reparu. Il me répondit que c'était probablement la sœur de la morte. Je me souvins alors que les journaux avaient parlé à maintes reprises de Miss Turner, la demi-sœur de la fiancée, comme d'une personne de beauté remarquable et de grande distinction. Ce souvenir redoubla ma curiosité. Laissant de côté tout souci des convenances, je m'approchai le plus possible du seuil qu'elle allait bientôt franchir, et ne fus pas peu surpris d'entendre que de l'autre côté de la rue, l'orgue de l'oncle David résonnait toujours. Péniblement impressionné par cette manifestation d'indifférence de la part d'un homme portant le nom de Moore, indifférence qui ne me parut pas entièrement naturelle, même chez ce personnage d'une excentricité notoire, je me promis de chercher à en savoir davantage sur ce vieillard, et, avant tout, de me renseigner pleinement sur les relations qui avaient pu exister entre lui et sa malheureuse nièce. À ce moment, Miss Turner pénétrait dans le cercle de lumière que projetaient nos lanternes. Je n'ai jamais vu de femme plus belle, ni aucune sur les traits de qui se peignit une émotion plus poignante. Cette douleur commandait le respect, et pour ma part, je m'empressais de lui témoigner le mien en m'écartant de son passage. Mais bientôt, le désir intense de recueillir le plus de renseignements possible au sujet de cette mystérieuse tragédie me ramena dans son voisinage. De ses lèvres tremblantes, un cri s'échappa. « Ma sœur! Où est ma sœur ?» Le capitaine fit un rapide mouvement en arrière. Puis, dans la louable intention sans doute de la préparer à l'atroce spectacle qui l'attendait, il s'avança et lui ouvrit la porte du salon. Mais ce geste ne la détourna pas de son chemin. Passant devant le capitaine, elle se dirigea tout droit vers la bibliothèque, y pénétra sans hésiter. Stupéfaite de son courage, nous la suivîmes tous, et nous nous groupâmes curieusement en demi-cercle à l'entrée, pendant qu'elle s'avançait rapidement et tombait à genoux devant le corps prostré de sa sœur. Le cri involontaire qu'elle poussa et le brusque recul qu'elle eut en apercevant le long ruban blanc attaché au poignet de la morte me parurent exprimer la plus profonde horreur dont une créature humaine soit capable. On eût dit que cette vue lui perçait le cœur de part en part. Quelque chose dans le fait lui-même, quelque chose dans l'aspect de ce ruban neigeux noué à un poignet d'une blancheur presque aussi parfaite, semblait arracher les racines les plus profondes de son être. Et quand son regard, suivant sur le plancher la longueur du ruban, arriva sur l'engin de mort lié à l'autre bout, elle se tordit les mains en une crise d'angoisse muette si évidente, si terrible, que nous nous attendions à la voir défaillir ou être frappée de démence. Se reprenant peu à peu, par un grand effort de volonté,
elle parvint à balbutier d'une voix altérée. « Défaites ce nœud. Pourquoi laissez-vous là cet objet affreux? Défaites-le, vous dis-je. Cette vue m'est intolérable. » Elle fut prise de frissons qui bientôt la secouèrent convulsivement des pieds à la tête. Le capitaine étendit la main vers le ruban, mais il se ravisa. « Non, non, dit-il, nous ne pouvons faire cela. Nous ne devons toucher à rien avant que le coroner soit venu. Il est nécessaire qu'il la voie telle qu'on l'a trouvée. D'ailleurs, M. Geffray a droit aux mêmes privilèges. Nous l'attendons d'un instant à l'autre. » Elle eut un geste désolé, secoua sa belle tête, mais ses lèvres n'articulèrent aucune protestation. Un changement subtil, et cependant perceptible, s'était produit dans son attitude au nom du mari de sa sœur. Et bien qu'elle s'efforçât de rester calme, l'effort semblait trop grand pour ses forces. Désireuse de dissimuler cette preuve de faiblesse, elle se leva impétueusement. Alors nous vîmes combien elle était grande, combien les longs plis de son manteau étaient saillants, et quelle superbe créature elle était. « Il en mourra !» gémit-elle d'une voix profonde. Puis, avec une certaine hâte forcée, d'un ton qui ne sonna pas tout à fait naturel à mon oreille, elle apostropha celle qui ne pouvait plus ni écouter, ni répondre. « Ah, Véronique, ma sœur, quelle raison de mourir aviez-vous? Pourquoi nous trouvons-nous ici dans ce lieu si redouté, si abhorré ?» « Ne le savez-vous pas ?» insinua le capitaine, avec une douceur persuasive qu'on le vit rarement déployer. « Est-il possible que vous ne vous expliquiez pas la mort violente de votre sœur, vous qui viviez avec elle, m'a-t-on dit, même depuis son mariage avec M. Geffray? N'avez-vous vraiment aucun soupçon ? » ?»« Non !» Le mot fut lancé vif et net, farouche un peu dans sa vivacité, et presque trop clair pour être d'accord avec l'accent à demi étouffé dont elle ajouta « Je sais qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle n'avait pas été heureuse depuis ce mariage qu'elle voulut voir célébrer dans cette funeste maison. Mais comment aurais-je pu rêver que la peur du passé ou que la crainte de l'avenir la pousserait au suicide, et dans un lieu comme celui-ci? Si je l'avais pu, si j'avais pu le soupçonner, croyez-vous que je l'aurais laissée un instant seule? Aucun de nous ne se doutait qu'elle songeât à la mort. Elle n'en laissait rien paraître. Elle riait quand je... » Qu'avait-elle été sur le point de dire? Le capitaine parut se le demander, et après avoir attendu en vain qu'elle achevât, il remarqua tranquillement. « Vous n'avez pas terminé la phrase que vous aviez commencée, Miss Turner. » Elle tressaillit et parut revenir de quelque lointaine région de sa pensée dans laquelle elle s'était perdue. « Je ne sais plus. »« J'oublie, » balbutia-t-elle avec un soupir agité. « Pauvre Véronique, malheureuse Véronique, comment vais-je le lui dire, comment le préparer à ce malheur ?» Le capitaine profita de cette allusion pour demander où était M. Geffray. La jeune fille parut peu disposée à parler, mais pressée de questions, elle répondit d'une façon quelque peu machinale qu'elle ne pouvait donner à ce sujet aucun renseignement précis. M. Geffray avait beaucoup d'amis et il pouvait passer la soirée avec l'un d'eux. « Mais il est plus de minuit, maintenant, » dit le capitaine. « A-t-il l'habitude de rester tard dehors ?»« Parfois, » répondit-elle à contre-cœur. « 2 ou 3 fois, depuis son mariage, il n'est rentré qu'après 1 heure. » Y avait-il donc, outre le motif invoqué, d'autres déboires et contrariétés qui auraient causé le désespoir de la jeune épousée? Il y avait certainement quelque excuse à le supposer. Peut-être même que l'un de nous exprima son sentiment à cet égard, car Miss Turner lança tout à coup cette réplique véhémente. « Monsieur Geffray s'est toujours montré un mari irréprochable pour ma sœur. Un mari très aimant, » insista-t-elle. Puis, soudain, étrangement pâle, elle ajouta « Je n'ai jamais connu d'homme meilleur. » Et elle se tut. L'angoisse secrète de ce cri,
La réticence voulue de cette pause me suggérèrent l'idée d'une possibilité qui échappa au capitaine, comme je fus enchanté de le constater quand il lui posa une nouvelle question. « Quand avez-vous vu votre sœur pour la dernière fois ? Étiez-vous là quand elle a quitté la maison de son mari ?»« Hélas, murmura-t-elle. Puis, comprenant qu'on attendait d'elle une réponse plus directe, elle ajouta, en s'efforçant de dissimuler toute contrainte. « J'étais à la maison, et je l'ai entendu sortir. Mais je n'avais pas la moindre idée que ce fût dans un autre but que de se rendre à quelque soirée mondaine. »« Vêtue comme elle est là ?» Le capitaine indiqua le corps sur le plancher, et elle suivit son geste du regard. À coup sûr, Madame Jeffrey n'était pas vêtue pour une soirée mondaine. Miss Turner, comprenant le piège, donna, avec volubilité, des explications confuses. « Je n'ai pas remarqué. Elle se mettait souvent en noir. Le noir lui allait bien. Ma sœur était excentrique. » Il est des bévues qu'on ne rattrape pas. Miss Turner s'en rendit compte, car elle se tut soudain. Cependant, son attitude commandait le respect, et pour ma part, j'étais tout prêt à le lui accorder. Certainement, on ne rencontrait pas tous les jours de femmes pareilles, et si ses réponses manquaient de sincérité, il y avait dans toute sa personne une noblesse qui défendait le doute. C'est là, du moins, l'effet qu'elle produisait sur moi. Que son interrogateur partageât ou non mon sentiment, je n'aurais su le dire, car son attention, comme la mienne, fut brusquement accaparée par le cri qui s'échappa des lèvres de Miss Turner. « Sa montre ? Où est sa montre ? On l'a volée. Elle l'avait là. Elle n'y est plus. Elle la portait là, juste où... » « Attendez, » fit l'un des agents qui du regard avait exploré le plancher. « Est-ce ceci ?» Il tenait entre ses doigts un petit objet tout scintillant de pierreries. « Oui, » balbutia-t-elle, haletante, et tendant la main. Mais l'agent la remit au capitaine. « Elle a dû se détacher par suite de la chute », remarqua celui-ci après un rapide examen de la montre. L'agrafe qui la fixait à son corsage a dû être négligemment mise. Puis, vivement, et en lançant un coup d'œil aigu à Miss Turner, « Savez-vous si cette montre fonctionnait d'habitude exactement ? » ?»« Mais oui, pourquoi me demandez-vous cela ? Est-ce... » ?»« Regardez. » Il tenait la montre, le cadran tourné vers elle. Les aiguilles marquaient 7h13. « L'heure et la minute où elle heurta le plancher, » déclara le capitaine. « Par conséquent, l'heure et la minute où Madame Jeffrey tomba, » ajouta Durbin, l'un des agents. Miss Turner remua les lèvres convulsivement sans pouvoir proférer une parole. « Témoignage précieux, » dit le capitaine, mettant la montre dans sa poche. Puis, avec un regard de commisération pour la pauvre désemparée, il ajouta : « Est-ce que cette heure correspond au moment où elle est partie de chez elle ? » « Je ne puis dire. Je crois que oui. C'était un peu avant ou après 7h. Je ne me rappelle pas exactement. » « Il lui aurait fallu un quart d'heure pour venir jusqu'ici. Est-elle venue à pied ? » « Je ne sais. Je ne l'ai pas vue sortir. Ma chambre ne donne pas sur l'entrée. » « Vous pouvez dire si elle est sortie seule ou en compagnie de son mari ? » « Monsieur Jeffrey n'était pas avec elle. » « Était-il dans la maison ? » « Il n'y était pas. » Cette dernière raison fut comme murmurée à regret. Le capitaine le remarqua et continua son interrogatoire. « Depuis combien de temps était-il sorti ? » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Elle était profondément agitée. Mais quand elle parla, ce fut avec sang-froid et avec une précision étudiée. « Monsieur Jeffrey n'a pas été à la maison de toute la soirée. Il n'y a pas été de toute la journée. » « Il n'était pas chez lui. Sa femme savait-elle qu'il ne devait pas rentrer ? » ?»« Elle n'en a rien dit. » Le capitaine interrompit brusquement ses questions, et je compris aussitôt pourquoi. Un homme était debout sur le seuil. Un homme dont le visage aurait suffi à figer les paroles sur les lèvres du plus hardi.
Miss Turner l'aperçut alors, et, avec un gémissement involontaire, elle s'affaissa sur les genoux. C'était Francis Jeffrey, un homme d'une prestance superbe et un gentleman, selon toute évidence, de la plus haute distinction. Il est fort rare que nous ayons affaire à des gens de sa sorte. J'ai assisté à bien des scènes tragiques. J'ai dévisagé des hommes dont les traits exprimaient tous les aspects de la douleur, de l'épouvante et du remords. Mais il y avait ici quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, et autant que j'en pus juger, d'également nouveau pour les hommes endurcis qui étaient présents. Haletant, nous attendîmes ses premiers mots. Il demeurait maître de soi, ne manifestait pas l'affliction ou la surprise naturelle en l'occasion. Au contraire, il était le plus calme de nous tous. Et, parmi les multiples émotions que sa face livide reflétait, je ne distinguais aucun signe de ce qu'on pourrait appeler de la douleur. Cependant, son aspect tordait le cœur et donnait naissance aux conjectures les plus contradictoires sur la question de savoir quelle corde, dans une nature aussi disciplinée, vibrait le plus violemment devant le dénouement inconcevable d'une si courte lune de miel. Ses yeux, fixés sur le corps de sa femme, ne trahissaient pas leur secret. Quand il se fut avancé jusqu'auprès d'elle, et qu'il eut aperçu le ruban qui liait le revolver au poignet de la morte, les plus expérimentés d'entre nous ne purent rien démêler de ses sentiments et de ses pensées. Une seule chose était évidente pour tous. Il n'avait aucun désir de toucher cette femme que si peu de temps auparavant il avait juré d'aimer et de chérir. Ses regards la dévoraient. Il frissonnait, et à plusieurs reprises il voulut parler. Mais, bien qu'il se fût agenouillé auprès d'elle, il n'avança pas la main, il ne versa pas une larme sur ce visage si pathétiquement tourné vers lui. Tout à coup, il se mit sur ses pieds. « Est-il indispensable qu'elle reste là ?» demanda-t-il, cherchant du regard autour de lui le personnage représentant l'autorité. Le capitaine répondit par une question. « Comment expliquez-vous sa présence ici ? Quel motif attribuez-vous, vous, son mari, à cet étrange suicide de votre femme ?» Pour toute réplique, M. Jeffrey tira de sa poche une petite feuille de papier froissée qu'il tendit immédiatement au capitaine. « Que ses propres paroles expliquent cet acte, dit-il. J'ai trouvé ces quelques lignes dans notre chambre quand je suis rentré, ce soir. Elle dut les écrire tout de suite avant de... » Un gémissement étouffé se fit entendre pendant l'intervalle de silence. Une plainte qui ne venait pas des lèvres serrées de l'homme, mais de la jeune femme affaissée auprès de la morte. Perçut-il cette expression de douleur de la part d'une femme dont il n'avait pas encore paru remarquer la présence ? Il n'en laissa rien voir. Ses yeux restaient fixés sur le capitaine qui lentement lisait, à la lueur d'une lanterne tenue par un agent, le griffonnage presque illisible qui, d'après M. Jeffrey, était le dernier message de la morte. Semblera-t-il, ce griffonnage, aussi émouvant à l'œil qu'il parut ce soir-là à nos oreilles, dans la vaste pièce pleine de souvenirs terrifiants et auprès de ce cadavre ? Je m'aperçois que je ne vous aime pas, comme je le croyais. Je ne puis survivre à cette erreur. Je prie Dieu qu'il vous donne la force de me pardonner. Véronique. Un soupir déchirant de Miss Turner, puis le silence. Nous éprouvâmes un véritable soulagement à entendre la voix du capitaine. « Un cœur de femme est un mystère insondable, dit-il. » Ce sentiment trouva un écho en chacun de nous, car celui que la morte prétendait ne pouvoir aimer aurait passé, aux yeux de la plupart, comme la personnification de tout ce qui est aimable et séduisant. Il devenait évident, pour moi au moins, qu'une femme le considérait comme tel. Quoiqu'elle s'efforçât, et non sans succès, de garder une parfaite dignité d'attitude, Miss Turner n'avait pu entièrement commander à sa physionomie, et toute son âme était dans ses yeux tandis qu'elle regardait Francis Jeffrey. Je demeurais si frappé de cette expression qu'il me fallut faire un effort pour écouter ce que disait maintenant le capitaine.
Comment se fait-il que vous soyez venu chercher ici votre femme ? Je ne vois dans ces lignes aucune indication pouvant vous faire deviner en quel lieu elle avait l'intention d'en finir avec la vie. Aviez-vous quelque raison de soupçonner les tristes projets qu'elle entretenait ? Non, non, 100 fois non. Cet homme si maître de soi eut un mouvement de révolte et d'horreur tandis qu'il promenait ses regards par cette sinistre pièce, qu'il les arrêtait finalement sur le foyer devant lequel s'étaient produits de si mystérieux trépas. « Elle n'a rien dit de ses intentions, rien, reprit-il plus posément. Mais l'agent qui est venu m'avertir m'a appris où je la trouverais. Il attendait devant la porte de ma maison. Il m'avait cherché par toute la ville. Je le rencontrai sur le perron. » Le capitaine accepta sans commentaire cette explication et j'en fus heureux. Mais pour moi, l'affaire comportait des contradictions et des obscurités que je m'imposais secrètement la tâche de démêler. Chapitre 5. Le maître et le chien. Aucune autre occasion ne me fut donnée, cette nuit-là, d'étudier de près les principaux personnages de ce drame. Le capitaine m'assigna une besogne qui m'éloignait de la maison et je manquais une scène importante, l'arrivée du coroner. Mais je m'en dédommageais d'une autre manière. Ayant remarqué au retour de ma mission qu'une lumière brûlait chez l'oncle David, j'allais sonner à sa porte. Le hurlement prolongé d'un chien, interrompu par l'aimable accueil du maître, me répondit. J'éprouvais de cet accueil une vive surprise. J'avais si souvent entendu parler de la rudesse bourrue de M. Moore que je m'attendais à quelque rebuffade. Mais il ne me témoigna aucune hostilité. Son front était serein et son sourire agréablement condescendant. Il parut empressé à me faire entrer, et eut même un mot indulgent pour Rudge, dont la bienvenue se manifestait par des aboiements réitérés. Curieux d'apprendre les motifs de cette affable réception, je suivis l'oncle dans la pièce où il me conduisit. M. Moore était de taille haute, et il avait cette maigreur qui évoque l'image de l'homme d'étude, dont il n'avait pas cependant l'œil souvent rêveur. Au contraire, son regard était vif, alerte, et bien qu'il n'exprimât ni méchanceté ni malveillance, il éveillait chez l'interlocuteur un sentiment de gêne qu'il n'était pas facile d'analyser. Il portait très longues ses boucles de cheveux gris-fer, et c'est à cette particularité aussi bien qu'à son invariable habitude de se faire suivre par son chien qu'était dû l'intérêt que lui témoignaient les gamins de la rue. Malgré ses origines aristocratiques et son maintien distingué, ces bizarreries lui avaient valu d'être désigné familièrement par eux sous le nom de l'oncle David. Ses vêtements complétaient l'ensemble baroque de sa personne. Ils étaient d'une coupe spéciale, et en cela, comme sur beaucoup d'autres points, il ne connaissait d'autre loi que sa fantaisie. Mais cet homme, qui faisait fi de l'opinion et fuyait le commerce des vivants, avait, disait-on, le culte des morts. Autrefois, de longues années auparavant, il avait épousé une femme distinguée qui l'aimait et le comprenait. Elle mourut jeune, et jamais il n'oublia le bonheur qu'elle lui avait donné. Chaque année, au jour anniversaire de la mort de cette compagne chérie, il avait coutume d'aller au cimetière et de passer la journée auprès du monument élevé à sa mémoire. Quel que fût le temps, quel que fût l'état de sa santé, on le voyait dès 7 heures du matin, appuyé contre la colonne sur laquelle était gravé le nom de la défunte, ou bien prenant son repas en compagnie de son chien. C'était une cérémonie à laquelle il n'avait jamais manqué. Le fait était si connu qu'une troupe de désœuvrés se réunissait généralement autour de lui pour assister à ce spectacle. Malheur à qui aurait osé poser un pied irrespectueux sur le sol réservé, ou élever une voix téméraire pour émettre quelque réflexion malsonnante. Rudge recevait un regard significatif, et une charge vengeresse mettait bientôt en déroute les insolents. Mais il était rare qu'il fallût en venir à ces mesures extrêmes. Tandis qu'il montait sa garde solennelle, de grosses larmes sillonnaient les joues ridées du vieillard, et mieux que la voix de Rudge, cette vue imposait silence aux railleurs.
L'aspect de la pièce dans laquelle il me fit entrer expliquait en une certaine mesure l'aversion qu'il marquait pour les visiteurs. Elle était dénudée au point de paraître inhabitable. Le contraste était frappant entre cet intérieur misérable et le grand air de celui qui l'habitait. N'eût été l'orgue magnifique qui occupait tout un mur de la vaste salle, j'aurais cru pénétrer chez quelque prince ruiné. Surpris de ce que je voyais, j'attendis que l'oncle David entamât la conversation, ce qu'il fit dès qu'il eut deviné que je n'avais aucune intention de parler le premier. « Avez-vous trouvé quelqu'un dans la vieille maison ?» Tout en le surveillant du coin de l'œil, je répondis avec une brusquerie préméditée. « Elle y est allée une fois de trop. » Le regard qu'il leva sur moi fut celui d'un acteur qui sent qu'on attend de lui une certaine expression de surprise. « Elle ?» répéta-t-il. « De qui parlez-vous » La surprise qu'à mon tour j'exprimais devant cette ignorance si audacieusement affectée fut mieux simulée que la sienne. Je l'espère. « Ne le savez-vous pas ?» m'écriai-je. « Comment pourriez-vous vivre juste en face d'une demeure à laquelle s'attachent de si dramatiques souvenirs sans vous intéresser à savoir qui en franchit le seuil ?»« Je ne suis pas toujours derrière ma fenêtre, » répondit-il avec une certaine aigreur. Je tournai la tête et arrêtai mes regards sur le siège placé à proximité suspecte de la fenêtre en question. « Vous avez cependant vu la lumière ?» insinuai-je. « Je l'ai aperçue du haut du perron quand je fis prendre à Rudge l'exercice quotidien avant de se coucher. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. De qui parlez-vous ?»« De Véronique Geffray, » répliquai-je. « Celle qui fut Véronique Moore. Elle a visité pour la dernière fois cette maison hantée qui fut la sienne. » « Pour la dernière fois ?» Il ne pouvait ou ne voulait pas comprendre. « Qu'est-il arrivé à ma nièce ?» cria-t-il en se levant avec une brusquerie qui effraya le grand chien et lui fit gagner, la tête basse et la queue entre les jambes, son lieu ordinaire de repos sous la table. « S'est-elle trouvée tout à coup en présence d'un fantôme dans ces lugubres appartements ? Vous m'intéressez, en vérité. Je ne pensais pas qu'elle aurait jamais le courage de visiter cette maison après ce qui s'est passé à son mariage. » « Elle a eu ce courage, assurai-je. Et non seulement elle a eu assez de courage pour y pénétrer de nuit, mais aussi pour y pénétrer seule. Du moins, c'est ce qu'on suppose jusqu'à présent. Si vous aviez été plus curieux et si vous aviez fait un plus fréquent usage du fauteuil qui est si commodément placé pour surveiller la maison d'en face, vous auriez été à même de nous renseigner sur ce point. Le rôle de la police serait grandement facilité si nous pouvions être assurés que Madame Geffray n'avait aucun compagnon au cours de cette fatale visite. « Fatale ?» répéta-t-il, passant le doigt à l'intérieur de son col, qui parut soudain lui serrer le cou. « Est-il possible que ma nièce ait été victime de quelque accident grave dans cette vieille baraque ? Vous m'effrayez. » Il n'avait pas l'air effrayé le moins du monde. Peut-être n'était-il pas d'une nature impressionnable. « Vous avez le droit d'être alarmé, approuvai-je. Qu'il y ait eu accident, je l'ignore. Ce que je sais, c'est qu'elle gît morte sur le plancher de la bibliothèque. » Puis, avec un coup d'œil vers les fenêtres, j'ajoutai d'un ton placide. « Je suppose qu'un coup de revolver tiré en face ne pourrait s'entendre d'ici. » D'un geste mélodramatique, il se renversa dans son fauteuil, sans toutefois que l'expression de ses traits ou de son attitude perdisse cette dignité que j'avais observée en lui depuis que j'étais là. « Je suis accablé par cette nouvelle, » proféra-t-il. « Elle s'est tiré un coup de revolver ? Pourquoi ? » « Je n'ai pas dit qu'elle s'était tiré elle-même un coup de revolver, » rectifiai-je. « Cependant, les premières constatations paraissent l'indiquer, et M. Geffray accepte la version du suicide sans la discuter. »« Ah, M. Geffray est là ? » ?»« Bien certainement. On l'a envoyé chercher sans retard. »« Et Miss Turner ? » ?»« Elle l'a accompagnée, naturellement. »« Elle est venue, mais pas avec lui.
Elle chérissait particulièrement sa sœur. « Je vais m'y rendre immédiatement aussi, dit-il, bondissant sur ses pieds et cherchant son chapeau. Il est de mon devoir de paraître, enfin de mettre la maison à leur disposition. L'immeuble m'appartient à présent, comprenez-vous, expliqua-t-il poliment, tournant vers moi le regard aigu de son œil gris. Le père de madame Geffray, continua-t-il, était mon frère cadet. C'est une longue et vieille histoire. Les biens qui, en toute justice, auraient dû être partagés entre nous, lui furent entièrement dévolus. Mais, somme toute, mon frère était un brave garçon, qui vit aussi bien que moi combien injuste était la décision de mon père, et il y a bien des années, il fit un testament au terme duquel il me léguait sa fortune pour le cas où il ne laisserait pas de descendants, ou s'il décédait avant moi. Véronique était sa seule enfant. Elle est morte, par conséquent, la maison est à moi, et tout ce qu'elle contient. Tout ce qu'elle contient. La façon dont il répéta cette phrase suffisamment expressive par elle-même me parut singulière. Certes, la satisfaction d'un homme qui se voit soudain très riche, après une vie de pauvreté, est assez compréhensible. Mais l'insensibilité dont il faisait preuve me révolta. « Vous acceptez bien tranquillement la nouvelle de ce décès ?» ne pus-je m'empêcher de dire. « Aviez-vous quelque raison de croire qu'elle fût faible d'esprit ?» Il fut sur le point d'administrer un coup de pied prémonitoire à son chien qui avait eu l'indiscrétion de se lever au premier mouvement de son maître. Mais son pied s'arrêta à mi-chemin, tant il parut anxieux de concentrer son attention sur sa réponse. « Je ne suis guère adonné aux sentimentalités, déclara-t-il froidement. Je n'ai, dans toute ma vie, aimé qu'une seule personne. Pourquoi exigerait-on que je me désole au sujet d'une nièce qui se souciait si peu de moi qu'elle ne m'invita même pas à son mariage ? Ce serait une affectation indigne de l'homme qui vient enfin prendre la position à laquelle il a droit dans la société, comme possesseur de tous les biens des Moore, de cette grande maison. Car elle sera grande, continua-t-il avec emphase. Dans 3 ans, vous ne reconnaîtrez plus cette bâtisse abandonnée. En dépit des prétendus fantômes qui la hantent et de ses chambres funestes, elle sera remise au premier rang des palais de Washington. C'est moi, David Moore, qui vous le promets, et je ne suis pas homme à débiter de vaines prophéties. Mais ma présence est nécessaire en face. » Ici, il allongea à son chien le coup de pied retardé. « Rudge, reste ici. On n'a pas besoin de toi ce soir. Même en cas, ce dont je doute, où tu consentirais à m'accompagner. » Il n'a jamais voulu traverser la rue, se plaignit le vieillard avec irritation. Mais il surmontera cette aversion. Fallut-il, pour la vaincre, jeter bas le vieux foyer et reconstruire les murs. Je ne puis vivre sans Rudge, et je ne veux vivre dans aucun autre lieu que l'antique demeure de mes ancêtres. Il avait gagné la porte, et je le suivais. « Vous n'avez rien répondu à ce que j'ai insinué tout à l'heure, hasardai-je. Voulez-vous me pardonner si je vous pose à nouveau la question ? Votre nièce, madame Geffray, semblait avoir tout au monde pour être heureuse. Et cependant, elle a mis fin à ses jours. Y avait-il chez elle la moindre trace de dérangement d'esprit héréditaire, ou bien sa nature était-elle à ce point impulsive que cet incroyable suicide vous cause si peu d'étonnement ? En passant devant lui pour sortir, je surpris dans son regard cette lueur particulière qui terrifiait les gamins et les mettait en déroute quand ils voulaient s'attacher à ses pas. Mais réprimant aussitôt ce signe de courroux, il répondit sur un ton vaguement sarcastique. « Allons, vous espérez trouver chez moi des sentiments qui sont réservés à la jeunesse ou aux hommes qui ont plus de cœur que d'intelligence. Je vous répète que je ne suis pas sentimental. Que ma nièce ait perdu la raison, ou qu'ayant épuisé la coupe des plaisirs à 22 ans, elle en ait prématurément trouvé la lie, je l'ignore, et n'en ai cure. Ce qui m'intéresse, c'est que la responsabilité d'une énorme fortune m'échoit d'une manière très imprévue, et que j'ai assez d'orgueil pour souhaiter me montrer capable d'en supporter le fardeau. En outre, il est bien possible qu'on tente de détériorer les murs et les parquets. La police ne respecte guère le bien d'autrui.
Mais je suis résolu à lui faire respecter le mien. Je ne permettrai pas qu'on touche à un clou, à moins que je ne sois là pour surveiller la besogne. Je suis le maître du vieux logis, et je le ferai bien voir. » Avec un dernier regard à son chien, qui répondit par la plus lugubre des protestations, il ferma la porte d'entrée et se dirigea vers la maison d'en face. Tout en remarquant avec quelle allure assurée il franchissait le seuil mystérieux qui, à l'en croire, lui était depuis si longtemps étranger, je me demandais vaguement si la bougie que j'avais remarquée posée sur sa cheminée ne serait pas de la même marque et de la même taille que celle que j'avais découverte au cours de mes récentes investigations dans la maison Moore. Chapitre 6. Commérage. Le lendemain matin, la ville entière était en rumeur. La mobilisation de l'armée, la perspective d'un prompt débarquement à Cuba, les plus intéressantes questions d'actualité se trouvèrent refoulées au second plan par la nouvelle de cette mort soudaine et des mystérieuses circonstances qui l'entouraient. On ne parlait pas d'autre chose. La jeunesse, la beauté, la haute situation de Madame Jeffrey, son mariage avec l'homme que toutes les femmes de Washington avaient ambitionné de conquérir, même le sombre événement qui avait marqué la fête du mariage, tout fut rejeté dans l'ombre sous l'intense poussée de curiosité provoquée par les détails que je viens de vous conter. Car quelques-uns de ces détails avaient transpiré sans qu'on puisse dire comment. Et, en ma qualité de premier rôle dans l'affaire, je me trouvais littéralement assiégé de questions venues de toutes parts. Mais je m'abstins soigneusement d'avancer aucune conjecture personnelle et m'en tins à la version acceptée du suicide. Le moment de me mettre en relief n'était pas venu. Je n'étais pas assez avant dans la confiance de mes chefs pour risquer de compromettre, en exprimant trop tôt mon opinion, le triomphe auquel j'espérais aboutir. J'avais de plus des rivaux au cœur de la place. Surtout, l'un des agents attachés à la direction m'avait toujours paru disposé à déprécier mes efforts. Cet homme s'appelait Durbin, et c'est lui qui avait marmonné une remarque dédaigneuse quand j'essayais d'appeler l'attention du capitaine sur certains détails d'où l'on pouvait tirer, selon moi, d'utiles indications. Peut-être était-ce l'espoir de le décontenancer quelques jours qui me rendit alors si prudent et en même temps si attentif à me remplir l'esprit de tous les faits connus concernant les Jeffrey. L'un de mes premiers soins fut de feuilleter les journaux pour y relire les articles relatifs au mariage. Cet événement s'y trouvait relaté, comme vous pouvez croire, de fort sensationnelle façon, avec titres et manchettes de nature à stupéfier tout Washington. Terrible épilogue du mariage Jeffrey-Moore. Le repas traditionnel suit la réouverture de la vieille maison de Waverly Avenue. L'un des invités trouvé mort devant la cheminée de la bibliothèque. Des lettres trouvées dans sa poche révèlent l'identité du mort. La cérémonie n'est pas interrompue, malgré la funèbre découverte, mais les invités s'enfuient dans toutes les directions aussitôt que le service nuptial est terminé. Voici comment parlait un de ces journaux. Les fêtes qui devaient avoir lieu à l'occasion du mariage de Miss Moore avec M. Francis Jeffrey ont été interrompues hier par un malheur épouvantable. Comme nos lecteurs le savent, la vieille maison déserte de Waverly Avenue fut ouverte, après de longues années d'abandon, sur le désir express de la fiancée. Les vastes salles du rez-de-chaussée, sauf une, avaient été en grande hâte préparées, splendidement décorées. Ce matin, de bonne heure, on vit en longue file les voitures des invités franchir le portail jadis sinistre, aujourd'hui triomphant, et la foule entassée sur les trottoirs, encombrant jusqu'à la chaussée, témoignait de l'intérêt que les citoyens de Washington prenaient à cette audacieuse tentative, de la sympathie générale éprouvée pour la jeune héritière qui, bravant les terreurs de la superstition, avait résolu coûte que coûte de rendre à la vie une noble demeure témoin de la plus glorieuse période de notre histoire et injustement condamnée à l'oubli. Miss Moore est l'une des plus charmantes femmes du Washington. Sa romanesque fantaisie ajoutait un attrait de plus à la cérémonie de son mariage.
si bien que toute la société s'était donné le mot pour y assister, et un peu avant midi, le spectacle était extraordinairement brillant. Les murs superbes, dont les parois s'étaient effritées dans un silence ininterrompu de tant d'années, retentirent à nouveau au murmure des voix et des éclats de rire, s'emplirent des harmonies les plus délicates d'un orchestre de choix. Toutes les portes étaient ouvertes, sauf celle de la bibliothèque, exception qui ajoutait à l'attrait de la fête un piment de plus. Et si, par hasard, quelques-uns des plus jeunes invités, cherchant à glisser un coup d'œil hardi par-delà les 2 colonnes corinthiennes qui gardent l'entrée de ce lieu défendu, entrebâillaient la porte, les souvenirs évoqués étaient passagers et les ombres se dissipaient aussitôt. L'heure de la cérémonie avait été fixée pour midi, et au moment où l'horloge du salon frappa les 12 coups, toutes les têtes se tendirent afin de ne rien perdre du spectacle, quand la jeune fiancée descendrait le monumental escalier. Mais 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure s'écoulèrent sans que cette curiosité fût satisfaite. La foule commençait à s'impatienter. Quand soudain, derrière les colonnes dorées encadrant l'entrée de la bibliothèque, partit un cri aigu, et une jeune fille tremblante et blême d'horreur sortit en courant du lieu défendu. C'était Miss Abbott, qui, désœuvrée et lasse d'attendre, avait permis à sa curiosité de l'emporter sur toute autre considération, s'introduisant dans cette pièce qui exerçait sur elle la même fascination que la chambre de Barbe-Bleue, et elle avait vu, dit-elle haletante, étendu sur le devant du foyer, le corps d'un homme, mort selon toute apparence. L'épouvante qui s'empara immédiatement des invités prouve quel pouvoir possède encore la superstition sur les classes même les plus élevées de l'humanité. Par bonheur, on évita une lamentable panique. Chacun comprit la nécessité de rester calme autant que possible jusqu'à ce que fût achevée la cérémonie. Car à l'instant même où le cadavre était découvert, on entendit sur le vaste palier du premier étage le bruit du cortège nuptial qui se mettait en marche. On étouffa les clameurs, on comprima les cœurs battants, et le visage charmant, la forme enchanteresse de Miss Moore apparurent entre les rangées de plantes fleuries qui ornaient l'escalier. On murmure avec ferveur « Épargnons la fiancée !» Que rien autre chose que du bonheur ne l'entoure jusqu'à ce qu'elle soit la femme de Jeffrey. La joie innocente qui rayonnait de toute sa personne, sa féerique beauté, aurait défendu aux plus insouciants, aux plus égoïstes, de jeter avant l'heure une ombre néfaste sur le passage de cette ravissante fille. Le riche dessin du voile de dentelle qui recouvrait ses traits et la timidité naturelle qui empêche une jeune épousée de lever les yeux l'empêchèrent de remarquer par quels regards et quelles mines étranges elle était saluée. Il lui fut possible, par conséquent, de prendre jusqu'au bout sa part de la cérémonie, dans une heureuse inconscience de la contrainte qui retenait là les invités frémissants. Mais les demoiselles d'honneur étaient moins fortunées. Miss Turner, notamment, ne parvint à rester debout que par le plus violent effort de volonté. Il était facile de lire sur son beau visage pâli l'angoisse qui la torturait au sujet de sa sœur, et personne ne fut surpris de la voir s'évanouir à la fin de la cérémonie. M. Jeffrey fit preuve de beaucoup de courage, mais l'agitation intérieure qu'il lui fallait contenir le fit plus d'une fois s'embarrasser dans ses réponses, comme le notèrent ceux des assistants qui gardaient encore la faculté d'observer quelque chose. Seul le révérend docteur Auchincloss demeura absolument maître de soi, et il prononça d'un accent si solennel les grandes paroles liturgiques de la bénédiction nuptiale que les murmures cessèrent pour un instant. Mais son influence cessa de s'exercer à la minute même où sa voix s'arrêta. Aussitôt que les parties sacrées eurent été dites, l'assistance se dispersa avec une telle précipitation que la jeune mariée en demeura toute consternée. Avec 1000 tendres ménagements, M. Jeffrey lui apprit la triste vérité. Et, toute chose considérée, elle fit bonne contenance. Lorsqu'on lui eut assuré que le malheureux dont la mort subite avait ainsi troublé la fête était un inconnu dont personne, pas même le marié, ne connaissait l'origine, elle se ranima visiblement. Cependant,
pareille à ceux qui l'entouraient, elle parut désireuse de quitter la maison, ce qu'elle fit d'ailleurs aussitôt que l'état de Miss Turner le permit. Un petit fait a été grandement commenté. C'est que la mariée n'avait pas à la main son bouquet, chose considérée par beaucoup de gens comme un fâcheux présage. Dans son désir de ne pas fatiguer la patience de ses invités, Miss Moore était descendue sans le prendre. Quant au défunt, on ne sait presque rien sur son compte. Des lettres trouvées sur lui semblent prouver qu'il se nomme W. Pfeiffer et qu'il résidait habituellement à Denver. On ne s'explique pas sa présence dans la maison de Miss Moore à un moment si inopportun. Son nom ne figure même pas sur la liste des invités, et il n'a été reconnu ni par les amis de la famille, ni par aucune des personnes qui eurent le courage d'entrer dans la bibliothèque pour le voir. À part une contusion de la région temporale, la place où la tête a heurté le foyer, le corps ne porte aucune blessure ou ecchymose, et il présente toutes les apparences d'une grande vigueur naturelle, ce qui rend encore plus surprenante cette mort soudaine. On a trouvé le nom de W. Pfeiffer sur les registres du National Hotel. Continuant à feuilleter les journaux, je découvris la dépêche suivante, datée de Denver. La mort soudaine, à Washington, de Wallace Pfeiffer, l'un de nos concitoyens les plus respectés, affecte profondément tous ceux qui l'ont connu. Il était le dernier de 3 frères, qui sont morts tous cette année. Le décès de Wallace laisse sa mère, qui est sans fortune, dans une position des plus précaires. On ignorait que M. Pfeiffer se proposa de visiter Washington. On supposait même qu'il était parti dans une direction opposée, car il avait dit à diverses personnes que des affaires l'appelaient à San Francisco. Son intrusion dans la maison de Miss Moore pendant la célébration d'un mariage auquel il ne pouvait prendre aucun intérêt personnel est expliquée de la façon suivante par ceux qui le connaissaient intimement. Bien qu'il fût négociant par profession et qu'il eût séjourné quelque temps comme chercheur d'or au Klondike, il était fort attiré par les sciences occultes et croyait fermement à toutes sortes de manifestations surnaturelles. Il est possible qu'il ait entendu parler de l'étrange réputation qu'avait la maison Moore à Washington, et que, fasciné par ce mystère, il ait saisi l'occasion qui s'offrait de se glisser inaperçu au milieu d'une si nombreuse assistance pour pénétrer à l'intérieur et procéder à des recherches dans la fatale bibliothèque. Le fait d'avoir été trouvé enfermé dans cette pièce au moment où toutes les autres personnes présentes se pressaient sur le passage de la fiancée rend vraisemblable cette supposition. Quant à ce qui peut avoir amené la mort, il est impossible jusqu'ici de rien dire de précis à cet égard. Les obsèques auront lieu ici. Le paragraphe suivant était bref. Résultat de l'enquête concernant le cas de Wallace Pfeiffer, trouvé mort sur le devant du foyer dans la bibliothèque de la maison Moore. Ébranlement du cerveau, consécutif à un choc mental ou à des troubles cardiaques. Le corps est parti aujourd'hui pour Denver. Un peu plus bas, sans intervalle presque, on lisait « Monsieur et Madame Francis Jeffrey ont décidé de renoncer à leur voyage de noces. Ils demeurent à Washington et vont occuper la maison Ransom dans la rue K. » Ceci me ramena à la question qui troublait mon esprit. N'était-ce pas là, peut-être, dans cette demeure des nouveaux mariés, qu'il fallait chercher la cause du meurtre que je m'imaginais dissimulée derrière cet apparent suicide? Ou bien ceux que je soupçonnais étaient-ils innocents et le vieux David Moore devait-il être tenu responsable en quelque mesure d'une catastrophe dont le résultat était de le rendre possesseur de richesses considérables? L'une ou l'autre de ces hypothèses était assez gratuite, direz-vous. Mais on peut pardonner à un homme quelques écarts d'imagination, surtout si cet homme est un jeune détective désolé de son obscurité et rêvant d'un coup de maître qui lui vaudrait avec la célébrité tout ce qui manque pour épouser une certaine fine mouche dont vous entendrez bientôt parler. Comment, avec toutes les entraves qui le gênaient, obligé à la prudence par la crainte du ridicule et un manque total d'ordre supérieur, comment ce jeune détective parviendrait-il à mener son enquête?
Tel est le problème que je me posais continuellement sans réussir à le résoudre. Je pouvais, il est vrai, raconter au capitaine ou au major l'histoire des marques révélatrices que j'avais découvertes dans la poussière recouvrant la cheminée de la chambre du sud-ouest. Et si j'avais la chance qu'elles eussent échappé aux autres détectives, essayer par là d'obtenir une mission spéciale. Mais j'étais à ce point désireux d'agir uniquement par moi-même que je me promis de savoir avec certitude quelle main avait fait ces marques, avant de révéler un secret qui, une fois ébruité, pouvait me valoir soit le succès, soit une complète déconfiture. En tout cas, il me serait difficile, sans l'aide de l'un ou de l'autre de mes supérieurs, d'obtenir la moindre entrevue avec les personnages principaux qui avaient joué un rôle dans cette affaire. Même pour pénétrer à nouveau dans cette maison que quelques heures auparavant j'avais explorée tout à mon aise, il me faudrait un certain aplomb. Car Durbin avait été chargé de surveiller les lieux, et Durbin était un chien de garde qui avait la dent dure. Cependant, il me fallait à tout prix y retourner, ne fût-ce que pour déterminer si j'avais été le seul à relever les indices révélateurs que vous savez. Que faire ? Dans la crainte de tout perdre par trop de hâte, je résolus d'attendre 2 ou 3 jours et de ne point risquer de démarches inconsidérées. Si dans cet intervalle aucune mission ne s'offrait à moi, je ferais appel au lieutenant de ma brigade qui, j'en avais eu plusieurs fois la preuve, ne me regardait pas tout à fait défavorablement. Entre-temps, j'employais mes loisirs à flâner dans les salles de rédaction et à recueillir tous les commérages relatifs à l'affaire. Comme on n'avait encore émis aucune autre hypothèse que celle d'un suicide, ces commérages portaient uniquement sur la famille de madame Geffray, sur les relations qui avaient pu exister entre elle et ses proches. La personne de Miss Turner était fort discutée. Cette belle jeune fille était extrêmement recherchée et courtisée malgré son peu de fortune. Plus d'un homme éminent ou distingué dans la société de Washington aspirait à l'épouser. La chose était notoire, mais elle ne paraissait pas pressée de choisir, se trouvant sans doute parfaitement heureuse au foyer d'une sœur chérie. Or, voici que ce foyer était détruit. Céderait-elle enfin aux nombreuses sollicitations qui l'assiégeaient ? Et quel serait l'homme heureux sur qui s'arrêterait son choix ? Se demandait-on de toutes parts. Pour moi, j'avais une opinion bien décidée sur ce point. Si Miss Turner se mariait jamais, ce serait avec un gentilhomme dont le veuvage était de très fraîche date. À supposer cependant que ledit gentleman lui rendit un jour les sentiments que j'avais cru lire sur ses traits. Ce qui, après tout, était douteux, en dépit de sa remarquable beauté, car il n'y avait eu qu'une voix dans notre ville pour affirmer le profond amour de Francis pour sa femme. Et quant à Véronique Moore, l'ardente passion que le beau Geffray avait su lui inspirer n'était un mystère pour personne. Les quelques lignes de prétendues explications laissées à l'adresse de son mari n'en imposèrent à aucun. Aux yeux de ceux qui connaissaient bien l'héritière, ce fut même la preuve irréfutable d'un dérangement mental, tandis que ceux qui la connaissaient moins, la majorité du public, y virent plutôt le signe de quelque désappointement profond éprouvé par elle dès le début de cette union. Afin de déterminer ce qu'il pouvait y avoir de vrai ou de faux dans ce qu'on racontait, je profitais d'un après-midi de congé et je filai à Alexandria, où, m'avait-on dit, M. Geffray avait connu sa future femme et où l'on saurait plus exactement qu'ici, peut-être, les vrais ressorts de l'affaire. On y jasait beaucoup de l'événement, et ayant eu soin de cacher ma qualité de détective pour éviter la méfiance ou l'hostilité, je ne tardai pas à recueillir des renseignements utiles. John Judson Moore, le père de Véronique, avait marqué, me dit-on, moins de bizarreries que les autres membres de cette famille d'excentriques. On estimait, toutefois, qu'il avait manifesté ce penchant particulier pour l'indépendance qui distinguait la lignée des Moore, en épousant une veuve sans beauté, sans fortune et encombrée déjà d'une fille, alors qu'il pouvait choisir parmi les plus belles filles et les plus riches héritières de la Virginie. Cependant, quand, plus tard, cette femme prouva qu'elle possédait à profusion toutes les vertus et toutes les grâces dignes du rang social
qui lui était donné, on pardonna à Justin Moore son manque de goût. On ne parla plus guère de ses singularités jusqu'au moment où sa femme, étant morte, et la santé de sa fille unique ayant donné des craintes sérieuses, il rédigea en faveur de son frère un testament qui a fourni depuis à l'oncle David de si profondes satisfactions. On ne sait pour quelle raison cette générosité produisit dans l'entourage de la famille un si unanime mécontentement. Mais ce dépit fut de courte durée, car la petite, trompant les pronostics fâcheux, se reprit à vivre soudain, devint une enfant saine et vigoureuse, et les chances qu'avait David Moore d'hériter des biens de son frère se trouvèrent réduites à néant. D'ailleurs, John n'eut pas le temps de voir le développement complet de cette jeune plante. Il suivit sa femme au tombeau avant que Véronique n'eût atteint sa 10e année. Il la laissait, ainsi que sa demi-sœur Cora, sous la tutelle d'un vieux célibataire grincheux qui avait été l'homme de confiance de la maison. Pendant 2 ans, les 2 sœurs vécurent ensemble. Puis, pour quelque raison à lui connue, le tuteur jugea à propos de les séparer. Véronique fut envoyée en pension fort loin dans l'Ouest, y demeura jusqu'à l'âge de 17 ans, sans jamais revenir une seule fois dans sa ville natale. De son côté, Miss Turner recevait une éducation soignée qui fit d'elle une femme accomplie. Le vieux célibataire grognon, chez qui nul n'avait jusque-là soupçonné un cœur tendre, se montra inopinément généreux envers l'orpheline. Il s'appliqua à faire cultiver en elle tous les talents, espérant que les charmes naturels et les grâces acquises de la jeune fille pourraient compenser son manque de dot et lui assurer un établissement avantageux. Ses soins ne furent pas perdus. Dès qu'elle parut dans le monde, Cora Turner reçut les offres de mariage les plus brillantes. Mais la jeunesse dorée de Washington défila sous ses yeux sans éveiller chez elle aucun intérêt spécial, jusqu'à ce qu'elle eût rencontré Francis Jeffrey, qui, du premier coup d'œil, conquit son cœur. Ceux qui se souviennent de l'avoir vue, cet hiver-là, disent que sous l'influence de cet amour naissant, sa prestigieuse beauté rayonna d'une séduction sans égale. Cependant, les fiançailles ne s'annonçaient pas, et la société se demandait ce qui retenait Jeffrey Moore de s'assurer une conquête que tous avaient ambitionné de faire lorsque Véronique Moore revint de pension, et la question se trouva résolue. L'héritière approchait maintenant de ses 18 ans et fut présentée dans le monde. On lui reconnut unanimement une jolie tournure, de la grâce, du piquant, mais rien qui pût égaler la merveilleuse beauté de sa sœur. Aussi, quand Francis Jeffrey se détourna de Miss Turner et n'eut Dieu que pour ce joli papillon, on ne trouva qu'un mot pour qualifier l'infidèle. On l'appela carrément coureur de dot. Bien né, très cultivé, remarquablement beau, mais de fortune médiocre, il avait paru jusqu'ici satisfait de son sort. Cette modération inspirait le respect, et ses assiduités auprès d'une jeune fille pauvre avaient achevé de lui conquérir l'estime générale. Mais voici qu'à peine parue, l'insignifiante cadette semblait éclipser sans effort son aînée. En 2 mois, elle et Jeffrey étaient fiancés, et au bout de 6 mois, on célébrait leur mariage, avec les conséquences désastreuses que l'on sait. Telles étaient les rumeurs qui couraient généralement par la ville. Voici en outre l'épisode qui me fut conté. Les fiançailles de Geoffrey et de la jeune héritière venaient d'être annoncées. Cette nouvelle et les précédentes attentions du jeune homme pour Cora avaient soulevé bien des commentaires, et il ne manqua pas de gens pour le prendre à partie sur son apparente infidélité. Jeffrey supportait sans trop d'impatience ces reproches venant d'amis plus ou moins intimes. Mais lorsque certains soirs, dans un hôtel d'Atlantic City, un individu peu sympathique et dont personne ne connaissait l'origine lui fit narquoisement remarquer qu'il savait bien de quel côté son pain était beurré et que ce n'était certainement pas du côté de la beauté et des qualités supérieures, Jeffrey se mit en colère. Sans se soucier de qui pouvait entendre, il riposta d'un ton fort acerbe. « Vous voilà bien tous, chercheurs d'or, adorateurs de Mammon.
incapable de voir autre chose qu'un mobile sordide au choix que je fais d'une charmante fille. Il m'est souverainement désagréable de faire en public l'étalage de mes sentiments, mais puisque vous m'y provoquez, je vous déclare une fois pour toutes que j'éprouve pour Miss Moore un amour profond, et que c'est pour cette seule raison que je l'épouse. Serait-elle aussi pauvre que sa sœur, ou sa sœur aussi riche qu'elle, mes sentiments ne varieraient pas. Les charmes de Miss Turner ne sont pas assez puissants pour captiver un cœur qui fut pris du premier coup par le sourire de Véronique. Ce discours laissa les critiques assez interloqués, mais lorsque, après les derniers mots, on vit se lever, d'un coin voisin, une personne de haute taille, et que Miss Turner passa avec une inclinaison de tête devant le groupe ébahi, il est certain que ceux qui étaient présents, du premier au dernier, eussent préféré se trouver à 100 lieues de là. Francis Jeffrey éprouva sans doute un vif regret d'avoir prononcé de si cruelles paroles, mais comment les reprendre ? L'aveu avait été fait ouvertement, et il n'y avait pas à y revenir. Quant à elle, son attitude fut superbe. Ni par un mot, ni par un regard, elle ne permit à quiconque de juger que son orgueil de femme, sinon son cœur, avait été atteint au vif. Ressassant cette histoire, je revins à Washington. J'étais au courant maintenant de tout ce qui était de notoriété publique concernant cette amitié. Mais que savais-je de sa vie intime ? Qui la connaissait ? Quand pouvait-on connaître ? L'homme même qui m'avait confié l'incident du salon de l'hôtel n'osait interpréter le motif qui avait dicté à Francis Jeffrey l'ardente défense de sa conduite. Il n'osait pas davantage expliquer l'attitude qu'avait eue Cora Turner. La femme a de grandes capacités de dissimulation, et l'orgueil l'avait aidée, sans doute, en cette occasion, à montrer un front impassible aux indifférents. Mais moi qui avais lu dans une heure tragique le langage de cette physionomie passionnée, j'estimais hautement improbable que son cœur fût en paix. Je finis par m'égarer dans le labyrinthe des conjectures, et pour échapper à cette périlleuse confusion, je renonçai à échafauder des hypothèses et résolus de m'en tenir uniquement aux faits.